On peut commencer. Ok. Venez me euh, tu vas venir jouer ici. Tu vas venir jouer ici. Oh, ben, je peux m'asseoir. Ok. 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 La télé. Ok. Oh, oui, tu peux faire les. Oh, oui. Tu peux venir faire les. Je pense pas si je suis. Ah, le micro, mais ça, c'est pour les lives. Est-ce que, étant assis, on va bien écouter ce qu'il dit? On va bien entendre ce qu'il dit.
Oui, ça c'est pour les lives. Le micro, il n'y a pas un speaker. Si j'ai le micro ici, ça ne va pas impacter leur audition. Il n'y a pas de haut-parleur. Je veux dire. Voilà. Donc si je suis là, est-ce qu'ils vont bien m'entendre ma voix? Ok. Fine. Okay, now we can start. On va recommencer. Cette fois-ci, on va directement commencer avec blockchain. Comme d'habitude, hein. Donc, on va essayer de faire un petit le tour de cette technologie. Au début, je l'ai dit ici, j'ai dit que le blockchain de l'IA, ce sont des technologies qui sont sur tous les levels aujourd'hui. Raison pour laquelle nous avons décidé de faire un aperçu sur les deux. Donc, on va commencer directement avec blockchain. Ça sera de 14h à 16h, 2h, plus tard, 16h, 20h. Bon, 2h au plus tard, ça c'est autre détail, mais on verra. Bonsoir encore. Merci de votre présence et de votre patience. Alors, comme Traoré l'a bien mentionné, donc aujourd'hui c'est Open Day, hein. Aujourd'hui c'est Open Day des calendriers. Donc on a décidé de faire voilà, des contenus sur les sujets pressants de la technologie actuelle, les aspects des tendances. On vient ce matin discuter de l'intelligence artificielle. On a parlé de beaucoup d'aspects. Voilà, cet après-midi, on va un peu explorer blockchain. Avant d'aller loin, j'espère est-ce que vous avez entendu parler de blockchain? Vous avez entendu parler des bitcoins? Vous avez entendu parler de Satoshi Nakamoto? Vous voulez savoir beaucoup de détails sur ces différents sujets? Ok, sans doute. Avant de quitter ici, il y aura beaucoup de détails sur ces différents aspects. Euh, Avant d'aller loin, je vais peut-être me présenter, je l'avais pas fait. C'est pas beaucoup de choses. Voilà. Donc, l'image à droite, à gauche, vous pouvez remarquer, ça se fait en mai 2023. C'était lors d'une formation des Google Developer Student Club. On avait une communauté, je ne sais pas si certains d'entre vous les connaissent ou non. Voilà, donc on organisait des sessions comme ça, mais c'était toujours gratuit, contrairement à ça. Mais aujourd'hui aussi, c'est gratuit. Donc, ma question, c'est pourquoi vous devrez m'écouter. Bon, je suis un enthousiaste. Je ne suis pas expert. J'aime apprendre des nouvelles choses, des nouvelles technologies, surtout les aspects les aspects complexité et comment ça marche les différentes technologies. Donc, mon background, voilà, c'est un peu compliqué. Je viens du génie électrique, mais actuellement, je fais l'informatique. Voilà, mais on va pas rentrer dans tous ces détails. Il faut juste, comme je l'ai dit ici, bon, je fais un peu de tout et de rien. Voilà, donc ça, c'était lors d'une formation en IA. Donc à droite, ça se fait depuis 2022. À l'écran, là, vous pouvez, bon, c'est pas visible, mais on peut voir quand même qu'il y a quelque chose dans l'écran. Donc, depuis 2022, j'ai commencé à m'intéresser à blockchain. Ça, c'était un smart contract que j'écrivais comme ça. Bon, on va découvrir ce qu'est smart contract, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc, ça, c'était la chose qui était à l'écran, c'est la chose elle-même ici, comme ça. Donc, c'était un smart contract que j'écrivais sur les blockchains d'Ethereum. Voilà, donc la valeur ETH là, c'était démo, hein, je n'ai pas ça sur mon compte. Voilà, donc c'était juste démo. Voilà, mais c'est juste pour vous dire. Donc ça c'est un peu sur moi. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Donc voilà, on va continuer maintenant avec blockchain. Donc ici, là ça va être le contenu, c'est un peu, le contenu est un peu massif. Il y a beaucoup d'aspects. C'est une technologie ultra complexe. C'est un peu comme l'IA aussi. Bon, on va pas parler de maths, mais à la base aussi c'est mathématiques et la cryptographie, mais on va pas parler de maths aujourd'hui. Euh, Peut-être ça va vous décevoir, je sais pas, mais on va pas non plus parler de trading. On va pas forcément parler du prix de Bitcoin, peut-être même pas comment acheter. Bon, si vous voulez, bon, on pourrait donner un peu de directives, mais on va pas forcément parler de ça.
il y aura une formation spéciale sur blockchain. Donc, durant cette formation, nous allons toucher les aspects techniques de Bitcoin, la blockchain Bitcoin, aspect programmation. On va, durant cette marche même en profondeur. Par exemple, là-bas, on va parler des fonctions de cryptographie, des fonctions des clés, des notions de clés publiques, clés privées, et des aspects beaucoup plus bas niveau. Mais aujourd'hui, c'est une session d'introduction dont on va toucher les aspects essentiels, mais de façon superficielle. Ça marche? Donc, ça, c'est un peu l'introduction ou la généralité de blockchain. Donc, blockchain, de base, il y a trois aspects essentiels qu'il faut comprendre de blockchain. Donc, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est avant d'avancer, je suppose que l'anglais, c'est pas un très grand problème. On est un peu en l'aise avec, ça peut marcher. Dans les cas contraires, chaque fois, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, il faut me poser la question. Ça marche? Ok, parfait. Donc, comme je l'ai dit, il y a trois aspects essentiels. Le blockchain est sur trois bases, sur trois piliers essentiels. La première, c'est Distributed Ledger Technology. On dit ça en anglais, en français, c'est la technologie des registres distribués. C'est comme une base de données distribuée entre les réseaux. Donc, la première chose qu'il faut comprendre d'abord, blockchain, c'est une base de données. Initialement, ça, c'était les premières blockchains. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième, c'est que c'est un réseau distribué. Ces bases de données-là sont distribuées sur tous les réseaux. Donc, ça veut dire que n'importe quelle personne qui est connectée sur les réseaux a une copie de cette base de données. Maintenant, en dehors de ça, le troisième aspect ou le troisième pilier, c'est que, vu que c'est une base de données, c'est un réseau distribué, il y a également l'aspect fondamental derrière, l'aspect core, c'est pourquoi on appelle bloc. Donc, il y a les blocs qui contiennent les données ou les transactions, et ces blocs et chaque bloc de la chaîne ou du réseau sont interconnectés entre eux. Donc, c'est pourquoi c'est d'où d'ailleurs le nom blockchain. Donc, l'élément core, c'est les blocs. Les blocs, ce n'est rien d'autre. C'est un peu comme voilà, une entité contenant des informations. Ici, pour le cas de Bitcoin, ça va être des transactions. Les transactions, ça veut dire juste des transferts. Tu veux transférer tel nombre de bitcoins à Daniel, à Mohamed, à Aboubacar, ainsi de suite. Donc, chacune de ces transactions sont cryptées, sont associées ensemble, et ces transactions sont stockées dans les blocs. Et chaque transaction qui se passe sur les réseaux sont dans une bloc. Chaque bloc du réseau ou chaque transaction qui a jamais été faite sur les réseaux sont dans des blocs qui sont interconnectés entre eux par la cryptographie. Donc, on va un peu toucher à ces différents aspects. Mais ce qu'il faut comprendre, la première chose, c'est que blockchain, en premier lieu, c'est une base de données distribuée. En deuxième lieu, troisième, c'est que c'est constitué de blocs qui contiennent des transactions. Et chacune des blocs sont interconnectés entre eux par la cryptographie. Voilà. Donc, l'aspect ledger ici, c'est très important. Les ledgers, c'est un peu un registre. Si tu vas dans les banques, il y a les registres là-bas. Chaque transaction qui est faite, on enregistre dans un grand document qui contient les différentes transactions. Donc, c'est ces documents qu'on appelle les registres. Donc, chaque transaction qui se passe sur les réseaux est enregistrée avec exactitude dans un document. Donc, ce sont ces ensembles de documents associés ensemble qu'on va crypter, et ces documents cryptés maintenant vont constituer les blocs. Donc, chacune de ces blocs, c'est-à-dire chaque transaction ou chaque lot de transactions qui se passent, sont interconnectés entre eux. Donc, c'est-à-dire, depuis le départ, Bitcoin est lancé, le premier blockchain, en effet, c'est venu bien avant Bitcoin. Voilà, mais c'est Bitcoin qui a réussi à instaurer l'aspect monétaire dans l'utilisation du blockchain en combinant les technologies des réseaux et également les technologies d'encryption pour en faire, ou les technologies de cryptographie pour en faire une monnaie sécurisée. Donc, le premier bloc
de Bitcoin contenait une transaction. Donc, depuis ce moment, depuis en 2008, l'idée est venue en 2008. La première transaction a été effectuée en 2009. L'idée est venue d'un notaire anonyme du nom de Satoshi Nakamoto. Donc, le public considère, certains considèrent que c'est un groupe d'individus qui ont donné, qui ont pris les noms, les codes comme Satoshi Nakamoto. D'autres considèrent que c'est un individu, mais voilà, actuellement, l'individu, il est disparu. Personne ne connaît des informations sur lui. On connaît seulement les personnes qui ont collaboré avec lui pour travailler sur la technologie. Mais actuellement, lui-même, il est disparu. Donc, son identité demeure inconnue. Maintenant, chaque transaction, depuis 2008 jusqu'à nos jours, jusqu'à 2025, chaque transaction qui s'effectue sur les réseaux sont enregistrées et enchaînées ensemble. C'est ce qui fait la chaîne, les blockchains sont enchaînées ensemble depuis 2008 jusqu'à nos jours. Et exactement même à la seconde où nous sommes, il y a des transactions qui s'effectuent et qui sont en train d'être mises dans des blocs et qui sont en train d'être connectées au réseau de façon continue. Donc, ces trois aspects essentiels sont importants pour un fondamental. On a l'aspect registre distribué, l'aspect les informations dans Bitcoin sont immuables, c'est-à-dire on ne peut pas les changer comme on veut. Contrairement, c'est d'ailleurs l'exploit ou l'avancée qui a effectué Bitcoin d'ailleurs dès son arrivée, parce que c'était le premier réseau de blockchain globalement utilisé par tout le monde, surtout avec une application spécifique, surtout l'application aspect monétaire. Maintenant, l'aspect immuable, c'est le fait qu'on ne peut pas changer les transactions ou les informations une fois que c'est contenu dans le bloc. Donc, comment ça se fait? On fait ça à travers la cryptographie. Mais un aspect très, très important, c'est le fait qu'on a réussi à mettre en place la technologie ou la possibilité de faire en sorte que ces informations ne soient pas changeables ou manipulables. Vous savez, dans le domaine du numérique, toute information qu'on a représentée sous forme digitale, on peut modifier facilement. Vous avez vu, on vient de voir l'exemple des deepfakes, qu'on a changé des images, on a changé la qualité, l'aspect originalité de certaines vidéos. Donc, même si vous avez une image ou un texte ou n'importe quelle représentation digitale, on peut changer facilement. On peut le copier et le transférer à n'importe qui sur les réseaux, sans changer la forme initiale. On peut avoir toujours la copie originale. On peut envoyer des millions de copies à tout le monde. Mais l'exploit que Bitcoin a fait, imagine si vous avez un argent qui est numérique et qu'on peut copier. C'est-à-dire, moi, si j'ai 1000 francs, ou disons un exemple, si j'ai 1000 bitcoins que je vais dépenser, je n'ai qu'à copier 1000 bitcoins, je dépense la copie de 1000, je vais toujours garder l'autre 1000. Imagine si on avait un système comme ça, c'était obsolète, ça n'allait pas être utile parce que ça, c'est pas un aspect argent, en fait, c'est pas utile. Mais avec blockchain, ça, c'est impossible. Dès que tu as tel nombre de bitcoins ou tel nombre d'informations qui est déjà dans le bloc, c'est impossible de changer. Et comment c'est impossible? Ça, c'est l'aspect cryptographique. Peut-être on va arriver à ce niveau. Maintenant, l'autre aspect important, ça, c'est les smart contracts. C'est que les transactions sont effectuées sur les réseaux à travers des contrats qui sont exécutés automatiquement par des codes de programme, c'est-à-dire par l'ordinateur ou par des programmes. Traditionnellement, les contrats que nous avons, les contrats sont exécutés ou sont jugés de façon humaine. En fait, on voit c'est soit un notaire ou soit un avocat ou exécuter la transaction. Mais contrairement ici avec blockchain, tous les termes du contrat sont codés dans un programme informatique et qui est en train de rouler à chaque seconde. Donc, dès que les conditions du contrat sont réunies, automatiquement, sans intervention d'aucune personne humaine, les contrats est exécuté. Disons que tu as investi tel nombre de bitcoins dans une entreprise et tu veux que si l'entreprise se valorise, on te donne un avantage sur les chiffres que tu as investis. Traditionnellement, avec ça, tu dois passer par une organisation ou un agent qui va faire ce travail pour toi. Mais avec blockchain, les termes de ce contrat, tu n'as qu'à coder ça dans le programme et tu le laisses comme ça. Naturellement, dès que le terme que tu as fixé est atteint,
il va exécuter le contrat et tu auras ce que tu veux, où l'action sera exécutée sans l'intervention humaine. Donc, en dehors de ça, ça c'est les différentes couches du blockchain. Donc, on a la couche application, c'est comme on a dit que c'est un réseau. Donc, vous avez, si on a un réseau, il y a différentes couches. Comme on a les réseaux TCP/IP, il y a différentes couches. Donc, ici, on a la couche d'application, mais en premier, la première couche principale, c'est la couche data, la couche de données. Donc, là-bas, ça contient les données des blocs, euh, des fonctions de cryptographie ou les méthodes de cryptographie utilisées pour sécuriser les données. Ensuite, les informations sur les transactions. L'aspect network, ça c'est les peer-to-peer, ou voilà d'autres mécanismes de vérification qui est utilisé dans les réseaux. Donc ensuite, une couche supérieure, ça c'est maintenant les consensus, c'est-à-dire c'est l'accord. Donc si une transaction doit s'effectuer dans un cadre donné, il y a et qui met en jeu beaucoup de parties, forcément il va falloir décider un mécanisme de consensus qui va permettre à ces deux parties de respecter les termes du contrat. Donc c'est les algorithmes utilisés ici dans blockchain, ce sont ceux qui sont là ici. On a POW, donc ça c'est proof of work. Ça veut dire preuve de travail. Ça c'est d'ailleurs utilisé en Bitcoin. On va par la suite, on va détailler ce que c'est proof of work. Ensuite, le proof of stake. Il y en a d'autres méthodes de consensus. Donc le proof of stake, c'est voilà, c'est comme preuve de propriétariat. Donc s'il y a quelque chose, tu le mets à la disposition de tout le monde ou tu le mets à la disposition d'une organisation, mais à la suite, ça te donne un pouvoir ou une voix de vote sur le projet ou sur l'organisation en question. Donc, c'est comme genre une tontine ou quelque chose comme ça. Donc, ensuite, il y a la couche d'excitation. Donc, c'est là-bas où la création des coins se passe et la distribution des coins entre différents nés ou différents partisans du réseau se passe. Maintenant, il y a la partie smart contract. Donc, ça, c'est la couche qui permet maintenant comme je l'ai dit, d'écrire les codes pour exécuter les différents contrats. Et la dernière couche, ça c'est la couche application. Maintenant, ça, ok, mais une fois les réseaux est mis en place, quelles seront les applications du réseau? Donc ici, la finance programmable, on a beaucoup d'autres choses programmables. On a l'aspect transparence, l'aspect sécurité. On peut coder ça dans les réseaux. Voilà, on peut aller jusqu'à dire une société programmable parce que de base, la transaction est un aspect très important de toute société, que ce soit financière ou non. Euh, tous les jours se passe la transaction. Voilà. Donc ici, on peut voir que en haut à droite, on a les données pour une bloc. Les données sont stockées dans chaque bloc, comme je l'ai dit au départ. Et chaque bloc contient aussi une information qui les relie à la bloc précédent. C'est ce qui définit les réseaux comme chaîne. Voilà, donc et chaque membre partisan du réseau également euh, euh, prend charge du réseau en fait, s'occupe, contribue à la sécurité du réseau, au fonctionnement du réseau. Donc également l'aspect décentralisé, ça c'est le fait que les réseaux n'est contrôlé par personne. Les technologies récentes qu'on avait, bien avant blockchain, les gens qualifient comme Web2. C'est-à-dire, c'est comme les Facebook, les Google, les Microsoft ou toute autre organisation qu'on a, même les banques. Euh, les, il y a un propriétaire, il y a une organisation qui gère tout le travail, tout le fonctionnement du système pour les gens qui prennent part. Contrairement au blockchain, euh, c'est uniquement contrôlé, géré et organisé par les gens qui sont membres du réseau. Pas par les créateurs, par les gens qui sont membres du réseau. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect décentralisé. Donc ici, la question c'est en quoi blockchain est important ou quelles sont les importances du blockchain.
Donc, on a essentiellement l'aspect d'immuabilité, le fait qu'on peut pas changer les informations une fois dans le bloc comme on veut. C'est-à-dire, on peut pas la corruption, c'est-à-dire la corruption à ce niveau, c'est zéro. Il n'y a pas de corruption. Dès qu'une information est déjà sur les réseaux ou une transaction est effectuée, ça va rester comme tel à jamais. Personne ne pourra le modifier. Donc ça, c'était un aspect important. L'aspect de transparence, c'est le fait que toute transaction qui se passe sur les réseaux est visible et vérifiable par chaque partisan du réseau. Donc c'est pas comme les banques, tu pas déposer ton argent là-bas, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe derrière leur caisse, on ne sait pas ce qui se passe dans les autres banques avec lesquelles ils collaborent. Contrairement à Bitcoin ou contrairement à la technologie blockchain, toute transaction qui se passe sur les réseaux sont traçables. On peut voir c'est venu de quelle adresse et ça va dans quelle adresse, c'était quelle quantité de fonds et combien on a coupé comme frais, l'origine, la destination, l'état exact auquel la transaction a été effectuée. Et ça, depuis le départ, depuis la création du réseau en question, on peut vérifier des zéros jusqu'à N. Toutes les données sont disponibles et disponibles à tout le monde, pas à des gens privilégiés, mais disponibles à tout le monde. Voilà, donc ça c'est l'aspect transparence. L'aspect efficacité, voilà, donc l'aspect efficacité, c'est surtout les smart contracts qu'on a parlé. Si vous allez, je pense qu'on a tous fait l'expérience, c'est naturel. Les banques ou les institutions traditionnelles sont opérationnelles seulement sur des périodes de temps donnés, c'est-à-dire les jours de la semaine, de 9h à 17h ou 18h. Combien de banques même vont jusqu'à 18h? C'est la bonne question. Les week-ends, ils sont pas opérationnels. Contrairement blockchain, blockchain, c'est un réseau qui est là comme l'Internet. Donc, chaque fois que tu veux faire une recherche sur Google, on va te dire, il fait nuit, tu peux pas faire des recherches. Il n'est pas question, n'est-ce pas? Voilà. Donc, blockchain, c'est la même chose. À chaque fois que tu veux effectuer une transaction, tu peux faire la transaction. Tu n'as pas besoin de prendre l'accord de quelqu'un ou rendez-vous avec quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'attendre un jour où l'entreprise est ouverte, parce que c'est un réseau est ouvert tout le temps. Donc, ça, c'est les smart contracts qui permettent d'effectuer cet aspect. Donc, l'aspect de traçabilité, comme je l'ai dit, transparence, c'est le fait que tout est disponible. Traçabilité, c'est l'aspect qui nous permet de chercher ou de tracer une transaction donnée ou la source originale d'une transaction donnée. C'est-à-dire, si moi, je transfère un bitcoin à Daniel et que lui, il transfère son bitcoin à Mohamed, Badri ou bien Draman ou n'importe quel autre partisan du réseau, s'il veut, il peut vérifier le bitcoin qui a été envoyé à Mohamed. Ensuite, il peut voir aussi que oui, ce bitcoin est venu de Daniel et ce bitcoin est venu de moi. Donc, les réseaux, ça c'est l'aspect de traçabilité et c'est ce qui est très important dans les transactions. Maintenant, l'aspect sécurité, c'est que c'est la blockchain utilise des technologies de cryptographie ou des algorithmes de cryptographie ou des procédures qui sont très costauds ou je dirais ultra costauds que c'est presque impossible de hacker ou changer quoi que ce soit, quelle qu'en soit la puissance de calcul que tu as. Donc ça, c'est un aspect ultra important. Donc ici, on va parler un peu de l'architecture. Si vous avez des questions les longues, vous pouvez m'arrêter, hein, parce que je suppose qu'il y aura beaucoup de nouveaux termes qui ne nous est pas forcément familiers. Donc, avant que vous ne perdez la course, si vous avez des questions, il faut m'interrompre les noms. Okay. Donc, l'aspect architecture des réseaux, c'est que, comme on a dit, blockchain d'abord, je l'ai dit, c'est un réseau, c'est une base de données contenant des transactions, et cette base de données est constituée de blocs. Chaque bloc est lié entre elles. Chaque bloc du réseau sont interconnectés entre elles par la cryptographie, et les réseaux lui-même global, où chaque bloc du réseau est distribué entre différents partisans du réseau. On appelle ça les nœuds. OK? Donc, par exemple, pour les organisations, si on prend l'exemple sur les banques encore, disons qu'il y a beaucoup de
d'organisations, il y a beaucoup de types de banques. Il y a BMS, il y a BNDA, il y a Banque Atlantique, il y a n'importe quoi. Donc, chacune des transactions qu'il effectue sont uniquement dans leur, en fait, dans leur réseau privé. Les transactions de BNDA ne sont pas traçables en fait, dans BMS, ainsi de suite, pour toute autre banque. Donc, ils sont plutôt, on va dire, dans un réseau de concurrence, en fait. Chacun est en train de construire sa chose pour lui-même et il est en train de concurrencer plutôt que donner une valeur utile aux utilisateurs de façon pragmatique. Maintenant, si les banques devront en fait adopter blockchain, chaque banque serait considérée comme un nez du réseau, pas comme les cœurs du réseau, serait considérée comme un nez du réseau. Et chaque transaction que la banque A va effectuer serait traçable à la banque B, serait traçable à la banque C. Ce sera le même réseau, c'est-à-dire ils sont tous connectés au même réseau. Et en ce moment aussi, chaque banque va contribuer à rendre les réseaux plus robustes, plus sécurisés et plus efficaces. Donc ici, dans blockchain, il y a des nœuds principaux. Il y a beaucoup de types de nœuds, mais il y a des nœuds principaux qui sont nécessaires pour le fonctionnement du blockchain. Les premiers nœuds, c'est les nœuds validateurs. Donc, ces nœuds validateurs sont des nœuds qui reçoivent ou qui débarrent des transactions et les valident. Un aspect important du blockchain, surtout Bitcoin, ça c'est l'aspect proof of work ou l'aspect minage. L'effet de miner Bitcoin, c'est pas comme on va miner c'est pas comme le minage des minerais. Ici c'est numérique. Miner Bitcoin, ça ne veut rien d'autre dire. Ça veut dire que les membres A ou la personne X avait envoyé une telle somme à la personne Y, un tel nombre de Bitcoin à la personne Y. Maintenant, il fait ça sur les réseaux. Dès qu'il fait send, l'information sera relayée sur les réseaux. Maintenant, les nœuds validateurs sont là, interconnectés aux réseaux tout le temps. Ils vont recevoir ces demandes de transfert. Donc, et une fois qu'ils reçoivent ces demandes de transfert, ils vont prendre ces demandes. Ensuite, ils vont vérifier. Donc, la miner, ça veut dire vérifier les transactions qu'une personne veut effectuer sur les réseaux, mettre ces transactions dans les blocs et ajouter ces blocs-là sur la chaîne. Donc, c'est trois aspects. Recevoir les transactions, associer les, vérifier que ces transactions sont correctes. Vérifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire vérifier si la personne A qui veut envoyer telle somme à la personne B, d'abord contient la somme A donnée et c'est pour lui, c'est-à-dire il a le privilège de les dépenser ou de les transférer. Donc ça, c'est l'aspect vérification. Maintenant, l'aspect ajouté dans les blocs, c'est maintenant associé à d'autres transactions qui sont en train d'effectuer dans la même période de temps. Maintenant, une fois que ces associations sont terminées, ces séries de vérifications terminées, donc cela va constituer un bloc. Donc les blocs, une fois constitués, si le bloc aussi est vérifié, toutes les transactions qui sont dedans sont bons, donc maintenant cette bloc serait ajouté à la chaîne, c'est-à-dire à la base de données résistance qui contient tous les autres blocs précédents. La bloc là serait ajoutée à cette chaîne. Donc ainsi, ce travail-là, c'est ce qu'on appelle le minage de façon simplifiée. Voilà. Donc les nœuds validateurs, c'est eux qui font ça. Maintenant, les nœuds membres, ce sont les nœuds comme les nœuds utilisateurs. C'est comme quand il y a un wallet ou j'ai une portefeuille, tu veux envoyer une transaction. Donc, du moment que tu es sur les réseaux, tu es un membre du réseau. Donc ça, ce sont les nœuds membres. Voilà. Mais les nœuds validateurs, ce sont les nœuds qui sont en train d'opérer les réseaux. Voilà. Donc ici, ça c'est un peu les détails de ce que j'avais essayé de dire. Donc on a, voilà, ici on a les nœuds. Ça veut pas dire quelque chose d'autre. Hein. Nœud, ça veut dire juste membre du réseau ici. Maintenant, membre, c'est pas la personne physique en tant que tel, il s'agit juste de son appareil. Ok, ton ordinateur ou ton téléphone, une fois qu'il est sur, il a un wallet ou bien il est connecté il a une adresse Bitcoin, c'est un nœud. Maintenant, nœud, donc considérez un nœud comme juste un ordinateur ou un appareil. Maintenant, la chaîne, c'est la série de toutes les transactions qui sont effectuées, la série de blocs interconnectés entre eux. Maintenant, les transactions, c'est chaque opération qu'on effectue sur les réseaux en question.
Les mineurs, donc ce sont les nés qui sont responsables de recevoir cette transaction, les vérifier. Contrairement à la banque, les banques sont comme des nés, mais c'est des nés individuels et indépendants. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de l'accord de qui que ce soit, même pas forcément l'accord de celui qui fait la transaction. Mais ici, les banques aussi, ils font la même chose. Hein. Quand tu vas faire une transaction, la première chose qu'on va dire, on va te demander d'amener ton identité. Ça, c'est pour voir l'authentification, c'est-à-dire la chose que tu déclares qui est pour toi, c'est-à-dire cette somme, est-ce que c'est vraiment pour toi? Donc, c'est ton identité qui va permettre à la banque d'aller voir dans ton compte, bien évidemment à travers ton numéro de compte ou d'autres informations, voir si tu as vraiment la somme là dans ton compte. Donc, tu as la somme, bien sûr, que tu es décidé à dépenser. Ok, la banque aussi va demander combien tu veux dépenser, combien tu veux retirer ou combien tu veux transférer. Et cette somme, si la somme que tu veux effectuer l'opération est inférieure ou on peut retrancher à la somme initiale, la transaction sera effectuée. Sinon, on va te dire, voilà, tu as une somme insuffisante. Donc, c'est la même chose ici, mais sauf que ici, tu n'as pas à faire face à quiconque. Tu as juste ton compte qui effectue tes opérations. Donc, une fois que tu essaies d'initier l'opération, il y a ces nœuds-là qui sont déjà interconnectés au réseau. Ils reçoivent les transactions ou la demande des transactions ou des transferts que tu as soumis. Donc, ils vérifient dans ton compte si vraiment la somme, elle est là, c'est valide pour toi et tu as l'autorisation de l'utiliser. Maintenant, on va peut-être se demander comment ils font l'authentification. Donc, ça, c'est un aspect, on va venir et c'est un aspect très, très intéressant. Donc, je vais reprendre le mot encore. Miner Bitcoin, ça ne veut rien d'autre dire. Ça veut dire, une fois que tu es connecté au réseau, tu es un nez validateur. Donc, tu reçois les demandes de transactions que les utilisateurs du réseau font. Tu les vérifies. Que oui, telle personne a telle somme, c'est valide. Il veut envoyer à telle adresse, c'est valide aussi. Donc, ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, maintenant, tu associes toutes ces différentes transactions qui sont en train d'effectuer sur les réseaux, constitue un bloc. Et ce bloc, maintenant, tu vas ajouter à la chaîne ou des réseaux principaux de la blockchain. Donc, c'était un aspect mathématique. C'est vraiment des serveurs de nos jours. Au départ, c'était n'importe quel terminal, c'est-à-dire même un téléphone ou même un ordinateur pouvait miner du Bitcoin, c'est-à-dire recevoir les transactions, vérifier, associer et ajouter sur les réseaux ou associer la bloc à la chaîne des blocs précédents. Mais de nos jours, le domaine est devenu très concurrent que c'est maintenant des serveurs et des data centers, des super ordinateurs qui sont utilisés pour effectuer la transaction. Donc, c'est une opération mathématique qu'ils effectuent ou on peut dire c'est la cryptographie. Voilà. Donc, bloc, je retourne encore, bloc, ce n'est rien d'autre. C'est, vous pouvez le considérer comme une entité qui contient la liste des transactions effectuées sur une période de temps. Donc, pour Bitcoin d'ailleurs, en moyenne, actuellement, chaque bloc de Bitcoin en moyenne contient à peu près 2000, aux environs de 2000 transactions. OK, 2000 transactions. Voilà. Maintenant, le consensus, c'est le mécanisme utilisé pour effectuer l'opération sur les réseaux. Donc, les consensus, c'est le proof of work, c'est preuve de travail. C'est que si tu veux, si un nœud doit ajouter du bloc sur les réseaux, sur la chaîne, donc il doit avoir une preuve que c'est lui qui a vérifié. En d'autres termes, on dit que c'est lui qui a miné, c'est-à-dire c'est lui qui a vérifié cette bloc contenant les transactions et c'est lui qui est vraiment, qui contient l'énergie, qui a fourni l'énergie nécessaire pour ajouter les blocs à la chaîne. Donc c'est un peu comme la personne qui a mis l'énergie pour creuser ou chercher de l'or. On sait que trouver de l'or, c'est pas un travail facile. Soit les méthodes traditionnelles qu'on a ici, tu vas avec une pioche, creuser des puits, on sait que ça prend de l'énergie, ou tu vas chercher des tracteurs ou des grosses machines, creuser des grands trous, ou même on va faire des vallées et chercher de l'or. Donc, l'énergie qu'on dépense là, ça c'est preuve de travail. Donc, c'est la même chose ici. Donc, pour vérifier cette transaction, ça demande un travail très difficile pour chaque nœud. Donc, le nœud qui parvient à faire le premier
va détenir cette preuve de travail et il va pouvoir ajouter à la chaîne. Maintenant, le fait qu'un nez parvient à miner du Bitcoin et ajouter au réseau, comme on a dit pour l'or, la personne qui fournit l'effort pour creuser, quand il trouve l'or, c'est pour lui, n'est-ce pas? C'est la même chose. Donc, une fois qu'on parle, l'aîné parvient à miner les transactions et les blocs et ajouter à la chaîne, automatiquement, je dis bien automatiquement, il va recevoir du Bitcoin, c'est-à-dire une récompense. On appelle ça block reward, c'est-à-dire la récompense des blocs. Et ça, c'est la seule méthode à travers laquelle Bitcoin est créé. C'est-à-dire l'argent même, les fonds même, la monnaie même est créée uniquement à travers ça. C'est seulement en vérifiant les transactions qui sont effectuées sur les réseaux et ajoutant les blocs à la chaîne qu'un nez serait récompensé avec du Bitcoin. C'est la seule façon de créer Bitcoin. Contrairement à l'argent que nous avons, l'argent moderne hein, ou l'argent c'est déjà traditionnel. Il y a beaucoup de façons de créer de l'argent. Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails. Voilà. Mais c'est important de comprendre. La seule façon de créer Bitcoin, c'est ça. Les transactions qui s'effectuent sur les réseaux, vérifier ces transactions, associer-les dans un bloc et ajouter la bloc dans la chaîne et détenir la preuve que c'est toi qui as fait ce travail. Donc, on va un peu entrer dans ces détails. À moyenne. Oui, oui. Chacune de ces débuts de transaction. Oui, les associer ensemble. Oui. Et là, ajouter ce bloc maintenant à la chaîne. Voilà. Donc, le simple fait que tu parviens à le vérifier en premier, même exactement, actuellement, à chaque instant de nos jours, il y a des serveurs qui sont en train de rouler, ils sont en train de recevoir des transactions. Par exemple, si toi, tu décides de m'envoyer un Bitcoin, ou j'ouvre quelques Bitcoins, disons. Donc, tu vas juste dans ton wallet, c'est-à-dire l'application qui permet d'interagir avec les réseaux, tu vas juste dire, tu vas m'envoyer des Bitcoins. Pour toi, c'est fini. Maintenant, il y a des réseaux, il y a des nœuds, les nœuds validateurs qu'on a dit, qui vont recevoir cette demande de transfert. Et ils vont maintenant vérifier que tu contiens ces bitcoins et que tu as les droits de les dépenser. Donc, une fois que cette vérification est faite, ils vont regrouper ça dans la liste des transactions. Donc, les transactions, une fois atteint un certain niveau, donc, ils vont constituer ces différentes transactions en blocs. Maintenant, ces blocs-là seront ajoutés au réseau. Donc, les nœuds qui parviennent à faire ça, et ces nœuds, ils sont en compétition féroce. Hein. Les nœuds qui parviennent à faire ça va recevoir du Bitcoin. Initialement, le premier Bitcoin qui a été créé, c'est fait par la personne qui a inventé les réseaux, hein, par Satoshi Nakamoto. Les blocs initial, on appelle le bloc des genèses. En anglais, on dit Genesis block. Le bloc des genèses, c'est les blocs 0,0. Il y avait rien d'autre avant ces blocs. Donc là-bas, il n'y avait pas de transaction. Hein. Il y avait une seule transaction. La seule transaction, il a mis un message dans les blocs et il a relayé sur les réseaux. Et cette transaction lui a généré 50 bitcoins. Au départ, la récompense par bloc, c'était 50 bitcoins. Voilà. Donc, et ces 50 bitcoins sont partis dans son compte. Voilà. Maintenant, chaque 4 ans, bien sûr, c'est chaque 4 ans, cette somme est divisée par D. Non, pas par D. Oui, exact, c'est par D. Chaque 4 ans, la somme des récompenses qu'un nez doit recevoir une fois qu'il a vérifié les transactions, c'est divise par D. C'est-à-dire en 2008, c'était 50 bitcoins. En 2012, c'est devenu 25. De nos jours, c'est à 3,125. Donc, chaque nez qui parvient à valider les blocs et l'ajouter au réseau, automatiquement, il va recevoir 3,125 bitcoins. Donc, ça, c'est la seule façon où Bitcoin est créé. Et le fait que ça se divise en D chaque 4 ans, ça nous donne une idée que certainement arrivé à un niveau, ça va s'arrêter. On ne pourra plus créer de Bitcoin. Et ça aussi, c'était un avantage très, très important du Bitcoin. C'est le fait que le nombre maximum de Bitcoin qu'on peut jamais créer, je dis bien jamais, hein, c'est 21 000 Bitcoins. Donc, 21 millions de Bitcoins, bien sûr, 21 millions, n'est-ce pas? 21 millions, voilà. Ça, c'est le nombre maximum de Bitcoin qu'on peut créer. Voilà.
Actuellement, nous sommes déjà à 19,80 quelques millions. Donc, il reste quelques 1 point quelque chose Bitcoin seulement qu'il faut créer. Voilà. Donc, et c'est tous ces 21 millions seront minés aux environs des 2140. Oui. Ouais. Oui, c'est une bonne question. Bon, c'est un peu anticipé. Je vais essayer d'expliquer un peu. Je pense qu'on va y arriver aussi. Euh, L'aspect transaction, surtout actuellement, on se focalise sur l'argent ou sur Bitcoin. Pour toute personne qui essaie de t'expliquer blockchain, il va commencer par ça parce que ça, c'est euh, la première plus grande utilisation qui a été faite du Bitcoin. C'était la première plus grande application. Sinon, les premiers blockchains qui a été inventé, ça s'est fait depuis 2000, depuis 95, hein, par des chercheurs de cryptographie, Stuart Haber et Dirk Beyer. Donc, cette blockchain, c'était pas la transaction de l'argent, c'était euh, en fait un registre qui permettait de garder l'intégrité des documents, n'importe quel type de document. Par exemple, si tu as ta mémoire, ou bien tu as un document de projet, ou tu as un produit que tu as développé, ou tu as une propriété intellectuelle, ou tu as n'importe quel genre de document numérique, tu veux les réserver sous son format intégral. Tu veux pas que quiconque puisse les modifier de façon volontiers ou involontiers. Donc ça, c'était la toute première utilisation des blockchains bien avant Bitcoin. Ça se fait depuis 95. Donc on appelait d'ailleurs absolute proof. Voilà, ça veut dire la preuve absolue. Voilà, du moment que l'information est déjà sur le bloc, personne ne peut modifier. Donc ça, c'était bien avant Bitcoin. Maintenant, de nos jours, il y a beaucoup d'applications qui sont en train de venir euh, en finance, mais pas seulement en finance, dans le supply chain, comment on dit ça, la chaîne d'approvisionnement. Voilà. Et également, il y a d'autres applications en sécurité, mais il y a l'application actuelle en majeure partie, c'est en finance. En finance, c'est pas seulement la transaction, il y a les aspects investissement, il y a les aspects levée de fonds. Il y a certains qui utilisent maintenant le blockchain pour un lever de fonds, pour des projets. Genre, investir à travers Bitcoin. C'est comme les anciennes entreprises, la façon dont on faisait un lever de fonds. Si tu as un projet, euh, tu vas ouvrir, je sais pas, ton action à travers public ou à travers je sais pas quoi, et tu vas appeler les investisseurs de venir investir dans ton projet. Maintenant, il y a les gens qui utilisent des techniques, on dit qu'ils créent des tokens, c'est-à-dire ils créent des coins, mais l'objectif de ces coins-là, c'est pas monétaire. C'est comme genre une représentation de l'action de l'entreprise, mais que tout le monde peut acheter. En fait, tout le monde peut investir dedans. Donc, l'investissement que tu vas faire auprès de ces tokens, ça va aller dans l'entreprise et l'entreprise va collecter ses fonds pour investir leur projet et ainsi de suite. Par le long, ils vont faire des retours des gains aux personnes qui ont acheté ces coins. Mais les coins n'ont pas en fait vocation d'utilisation monétaire. Voilà, mais ils ont des valeurs monétaires. C'est comme une action en fait. Voilà. En dehors de ça, euh, les axes de recherche actuels d'ailleurs, c'est les distributed computing, plutôt décentralized. Les computing décentralisés, c'est comme les clouds qu'on a, mais les clouds décentralisés. Les clouds actuels, c'est centralisé en fait. Si tu as besoin de clouds, il y a forcément besoin de passer chez un fournisseur cloud. Google Cloud, Azure, Alibaba, Microsoft, ainsi de suite. Maintenant, on est en train d'aller dans un monde où le cloud est en train de décentraliser, c'est-à-dire si toi tu as une ressource de calcul qui est libre, tu veux le mettre à l'utilisation, tu veux mettre à l'exploitation, mais tu n'as pas forcément tous les ressources nécessaires pour le faire. Tu vas juste joindre les pools, c'est-à-dire le groupement des réseaux décentralisés de calcul qui est là. Tu vas ajouter ta ressource là-bas et la ressource va faire partie d'un groupe, mais tu vas obtenir une action. Tes ressources seront utilisées et tout le monde peut utiliser ces ressources pour le calcul et ils vont investir dans les réseaux. Donc, en dehors, il y a beaucoup d'aspects. Je pense qu'on va toucher certains.
Si je comprends bien, c'est comme si blockchain, ouais, blockchain, c'est pas. Anyway, it doesn't matter. Yes, yes. Voilà, donc c'est comme si c'était un réseau qui assure l'authenticité de l'intégrité de tout ce qui se passe. C'est-à-dire à travers les réseaux. À travers les réseaux. Et c'est pas ça à travers les réseaux, par exemple, les trucs qui sont générés sont uniques, quoi. Ils sont intègres, ça ne peut pas les tout ça. Donc c'est plus pour assurer les anticiper, l'intégrité, tout ce qui se passe. Oui, ça, ce sont des aspects, mais c'est pas les seuls aspects. Il y a l'aspect sécurité, authenticité, intégrité, transparence, traçabilité. Je parlais de sécurité. Le fait aussi que c'est un réseau de transactions, pas que de transactions, mais c'est aussi programmable. Les smart contracts qu'on a parlé. Et tu peux effectuer des transactions sans avoir à faire face aux limites humaines qu'on a dans la plupart de nos transactions traditionnelles. C'est-à-dire, traditionnellement, si tu as besoin de faire des transactions, tu dois passer par une organisation ou une autorité ou un individu qui va servir d'élément central ou de middleman, comme on dit en anglais, pour maintenant en fait faire le pont entre les deux parties. Parce que dans toute transaction, il faut un témoin, non? Même dans la religion, c'est recommandé. On dit si vous voulez faire une transaction, il faut qu'il y ait un témoin. Je pense que bon, je ne veux pas nécessairement parler des Corans ou de l'islam, mais dans le Coran, le verset le plus long, c'est sur la transaction. Et c'est sur pour garder l'intégrité et la sécurité de la transaction. Les religieux disent que c'est juste une autre façon de comprendre que c'est un aspect très, très crucial pour les relations humaines. Voilà. Une autre application plus dingue que je n'allais pas dire, mais que je vais dire, je me souviens pas exactement de quel pays d'Europe, mais il y a un projet en Europe qui veut mettre en place un blockchain pour les relations sexuelles. C'est-à-dire, toute relation que tu auras à faire avec n'importe quel individu seront stockées sur les réseaux. Donc, tu pourras pas nier après s'il y a des conséquences parce que c'est quelque chose qui est déjà, l'empreinte est déjà là. Donc, voilà, c'est pas une bonne utilisation. Sérieusement, les relations humaines, c'est autre chose. Il faut pas les rendre immuables, sinon c'est un autre problème, voilà. Mais juste, et il faut aussi comprendre qu'on est toujours à l'ère de l'embryon, hein. C'est toujours le départ. Bitcoin est là depuis 2008 et c'est à partir de là que les choses ont vraiment commencé à bouger. Donc, on n'a même pas atteint des décennies d'avoir des progrès. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir autour de blockchain. L'aspect droit privé, ou je vais dire, l'aspect accès des données que les utilisateurs sont en train de prononcer maintenant sur les réseaux sociaux. Il y a certains aussi qui sont en train de développer des solutions pour ça. C'est-à-dire mettre un réseau en place, peut-être un réseau social ou même pas qu'un réseau, n'importe quelle autre application, on appelle ça le Web3, c'est le Web 3.0, où le contrôle n'est plus une organisation centralisée, c'est-à-dire un géant qui contrôle tout et décide de tout ce qu'il veut faire. Mais c'est plutôt un contrôle semi-décentralisé ou complètement décentralisé entre les partisans essentiels du réseau et qui ne contient aucun contrôle sur les données ou sur les droits privés des propriétaires. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'innovations qui sont autour du sujet actuellement. D'autres questions? Ok, on peut continuer. Voilà, donc ici, ça, on parle toujours ici, ça, ce sont les caractéristiques clés de l'architecture de blockchain. Donc, en premier lieu, ce qu'il faut comprendre, les piliers essentiels sont cryptographie ne peut pas être dissociée du blockchain parce que c'est vraiment l'élément maîtresse. C'est donc la cryptographie, je pense que quelqu'un va nous dire un peu c'est quoi la cryptographie. La cryptographie, c'est quoi? La cryptographie, oui. Vous avez une fois entendu parler de cryptographie, je suppose. Oui.
D'accord. D'accord. Ok. Oui, ça, c'est bien ça. Ah, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? D'accord. Ok. Anyone else? Quelqu'un d'autre veut ajouter? Espère, tu vas nous dire quoi là-dessus? Donner des points essentiels. La première proposition, tu t'appelles comment? Excusez-moi. Diallo Mohamed Tcherno. Ok, ok. Et vous, rappelez-moi. Ah, Dico. Ok. Je pense il y a un peu une nuance ou une différence entre crypto-monnaie et cryptographie. Ok. Voilà, ce que vous avez dit, ça tend plutôt vers les crypto-monnaies, ou on peut juste dire les monnaies digitales. Parce que Bitcoin ou les autres crypto-monnaies sont vraiment les monnaies digitales 100%. Les autres monnaies digitales qu'on a, par exemple, Orange Money, ou même si tu as des dollars, mais c'est représenté sur une application, par exemple PayPal ou n'importe quelle autre, ou sur ta carte Visa, même si tu n'as pas en cash, mais c'est de l'argent, c'est pas 100% digital. Quelque part, il y a une représentation physique, soit il y a de l'or, une quantité d'or qui les représente, ou une quantité de papier stocké quelque part qui les représente. Voilà. Mais pour les crypto-monnaies, il n'y a aucune représentation physique. Hein. C'est 100% digital. Comme le monsieur il a dit, Tchorno l'a dit, on peut pas le toucher. C'est vraiment 100% digital. Quoi. Voilà. Donc maintenant, l'aspect que monsieur Olegem et Babri a mentionné, ça c'est vraiment ça la cryptographie. Et la cryptographie a bien été là hein, depuis qu'on a parlé des réseaux et bien avant l'informatique. Hein. Je pense depuis l'époque des Romains. Je pense que d'ailleurs il y a beaucoup de technologies de cryptographie qui s'inspirent des Romains. D'ailleurs, il y a un terme bien essentiel des bitcoins, on appelle vous connaissez l'empire byzantin, hein, ceux qui lisent un peu l'histoire. Hein. C'est l'empire romain, mais l'extension de l'empire romain, je me souviens pas exactement, vers quelques quatre, quatre quelques siècles après Jésus. Les Byzantins, vous savez, à cette époque-là, il y avait toujours des guerres des tribus, il y avait toujours des guerres des religions, des guerres des royaumes et tout ça. Donc, les généraux utilisaient des méthodes pour transmettre de l'information ou des commandes d'attaque sans que l'ennemi puisse savoir. D'ailleurs, un algorithme de cryptographie je vais dire rudimentaire, mais quand même bien connu, c'est l'algorithme de César. On l'appelle le chiffrement de César. C'est juste que tu prends toute information qui est écrite en lettres, tu vas juste décaler l'information par un nombre donné. C'est-à-dire, si tu veux décaler là va devenir A et quelque chose de, en fait, là va devenir MB. En fait, L, parce qu'après L, c'est M qui vient, non? Et après A, c'est B qui vient. Ça veut dire tout caractère que tu as qui constitue l'information, fait bouger chacun de ces caractères-là dans l'alphabet par un rang. Donc, si tu fais ça, tu vas carrément détruire l'information. La personne qui n'a pas la clé ou qui ne connaît pas la méthode ne va jamais savoir ce que tu veux dire. Donc, ça, c'est une méthode vraiment rudimentaire. Hein. Maintenant, les blockchains ou d'autres choses utilisent des méthodes ultra sophistiquées. Donc, les Romains, en fait, César, le roi César, Jules César utilisait ça pour communiquer avec ses généraux sur les champs de bataille sans que l'ennemi puisse détecter. Et de nos jours, l'informatique, hein, dans n'importe quel réseau, il y a quelque part une méthode de cryptographie. On a les HTTPS. Les S là, ça veut dire secure. Donc, dans les secures, là, il y a une méthode de cryptographie qui est utilisée pour sécuriser les réseaux. Il y a les TLS, transfer layer, quoi même, transfer security layer. Voilà. Il y a beaucoup d'autres protocoles. Partout, il y a un réseau de nos jours parce qu'imagine, tu peux pas te permettre de s'asseoir ici et transmettre une information d'ici aux États-Unis ou d'ici même, ici à ici, mais sur un réseau où tout le monde est connecté et que tout le monde peut voir l'information. Ça, c'est catastrophique. Il faut trouver un moyen d'écouter l'information. Et c'est ce que
les applications là, des réseaux sociaux utilisent. Ils disent, Facebook, je vais plutôt, WhatsApp, il va te dire qu'ils utilisent une technologie end-to-end encrypted. C'est-à-dire, l'information est encryptée end-to-end, de bout en bout. C'est-à-dire, depuis au moment où toi, tu envoies l'information, c'est toi celle qui le sait. WhatsApp même ne sait pas. Dès que ça quitte ton téléphone, c'est crypté. Et la personne à qui tu envoies, on envoie une clé à lui. Bon, tout ça, ça se passe entre les serveurs. Hein. C'est pas la personne physique qui fait ça. Donc, c'est lui, toi et lui seulement qui possède les clés pour pouvoir décrypter. Même WhatsApp ne sait pas ce que tu es en train de faire. Logiquement. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, il y a, dans toutes ces choses-là, même partout où on a les réseaux, surtout l'informatique, il y a des multitudes d'autres méthodes d'algorithmes, de cryptographie qui sont utilisées. Donc, juste pour dire que la cryptographie est là bien avant blockchain. Et sans la cryptographie, je ne pense pas qu'on aurait même du réseau actuel. Voilà. Donc, parce que la sécurité, c'est très, très important pour les transactions. Donc, blockchain ou Bitcoin a juste combiné l'aspect réseau et l'aspect cryptographie pour faire une monnaie immuable qu'on ne peut pas modifier et solide. Voilà. Donc, l'aspect immuabilité que je viens de dire, donc, ça veut dire juste que dès qu'une transaction a été effectuée ou dès que quelque chose a été déjà transféré, effectué ou donné un état fixe, personne d'autre ne peut le modifier. Donc, ça veut dire pas de corruption, pas de changements inattendus ou pas de trahison, pas de quoi que ce soit. L'aspect provenance, ça rejoint l'aspect traçabilité. C'est le fait qu'on puisse tracer les transactions sur les réseaux. L'aspect décentralisation, ça veut dire que c'est pas une seule personne qui détient les pouvoirs du réseau, mais le pouvoir du réseau est distribué entre les différents membres du réseau. Voilà. Donc, même si vous voulez aujourd'hui, vous pouvez devenir un invalidateur, hein, à condition que vous pouvez accepter beaucoup des serveurs qui sont utilisés pour miner ces bitcoins ou pour effectuer les transactions et que vous êtes en mesure de faire un gros data center et les rendre opérationnels 24 sur 24. Du jour au lendemain, vous allez devenir aussi un invalidateur. C'est un peu comme si tu voudrais devenir une banque, du jour au lendemain, tu peux le devenir. Mais dans la vie réelle, c'est pas possible pour les banques. Voilà. Mais ici, voilà, du moment que tu veux le faire, tu peux le faire. Voilà, tu peux le faire. Donc ici, un autre aspect, c'est l'aspect anonyme. C'est-à-dire, vu qu'on a dit que c'est basé sur la cryptographie, j'ai dit que tu peux tracer les transactions qui ont été effectuées de la personne A à la personne B. Mais logiquement, tu vas pas voir l'identité de la personne. Hein. Ça va pas dire que la personne s'appelle telle ou bien il vit telle. Ces informations privées ou propriétaires ne sont pas dévoilées. Toutes ces informations sont cryptées. Tu peux juste voir l'adresse de la personne ou le wallet de la personne. Voilà. Donc, tout est crypté. On sait que ça vient d'ici. Voilà. Mais on ne sait pas exactement c'est qui. Mais on sait c'est quoi. Voilà. Donc, ce qui peut éviter l'introduction aussi, bien évidemment. Mais ça aussi permet de protéger l'identité. J'allais poser la question La traçabilité. je voulais vous poser, est-ce qu'en regardant les transactions, on saura que c'est Moussa qui envoie la dernière? Mais on saura que c'est venu de quel portefeuille, de quel wallet. Je me suis dit qu'après, peut-être que. Et après, la démo, je vais vous montrer tout un tour de bitcoin. On va voir la transaction qui fait effectuer même à la seconde. On va voir c'est venu de où à où. Et quelle quantité aussi. Voilà, donc c'est vraiment transparent. Et c'est le mot de transparence qui est là derrière. Donc, ensuite, l'architecture. Donc ça, c'est maintenant comment le bloc est constitué. Okay? Donc si vous avez compris l'aspect comment miner le bitcoin, l'aspect, je suppose qu'avant qu'on aille loin, ça c'est compris parce que il y a beaucoup d'autres blockchains, il y a beaucoup d'autres technologies blockchain comme les cas d'application que je mentionnais avec Daniel. Voilà, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, toutes les parties bitcoin, donc ils s'inspirent plus ou moins ou améliorent plus ou moins les solutions, les algorithmes que Bitcoin offrait. Donc une compréhension des éléments essentiels peut faciliter tous les risques. Donc on doit des fois dans le prendre comme exemple de référence. Donc pour la transaction sur les réseaux, sur Bitcoin ou sur un blockchain, donc on a différentes couches. J'ai parlé de blocs et j'ai dit que ces blocs sont constitués. Vous pouvez voir ici, en haut on a bloc 16, on a bloc 17, on a bloc 18.
Donc chacune de ces blocs sont enchaînés l'une à l'autre, comme peut vraiment les voir, comme un bloc en réalité. Mais au départ, c'est quoi un bloc? Et un bloc contient quoi? Comme je t'ai dit, les blocs contiennent les transactions. Donc les transactions, au Bitcoin, ça veut dire des fonds en Bitcoin que j'ai envoyé à telle personne. Mais dans d'autres cas d'utilisation, ça peut représenter n'importe quoi. Si c'est par exemple un système de liquidité comme j'ai dit pour les Afrique, ça veut juste dire le document que tu as acheté pour être liquidé et sauvegardé sous sa forme originale. Donc ça veut dire juste ça ici. Donc nous, ça veut dire toute autre opération qu'on effectue sur l'énergie. Donc c'est considéré comme transaction. Donc ensuite, ces transactions sont, on dit hash, sont hachées, c'est-à-dire sont encryptées. Donc ce sont des algorithmes qu'on utilise en Bitcoin. Il y a beaucoup d'algorithmes qu'on utilise, mais la plus populaire c'est SHA, pour chaque SHA 256. Ceux qui sont arrivés au computer science ou cryptographie connaissent ce que c'est. Donc c'est une méthode, une algorithme de cryptographie très sécurisée et efficace. Je crois que c'est ce que la plupart des réseaux utilisent, la même dehors des blockchains. Ensuite, aussi ces choses-là, les SHA 256. Donc l'information ou la transaction est en premier, c'est-à-dire les data, là, ça veut dire les transactions, ou voilà, toute autre information numérique. En premier lieu, on l'écrit, mais une fois qu'on écrit, j'ai dit, on vérifie une transaction, ensuite on associe les transactions. Vous venez de l'ordre que j'ai dit, c'est ce qui est là, le PV ici, la vérification se passe ici, une fois que c'est vérifié, on écrit là. Une fois que c'est écrit, vous avez vu, la même chose aussi pour ces transactions individuelles. On va aussi associer les différentes transactions, c'est-à-dire les transactions, les associés, chaque transaction, les associés pour en faire un. Donc tous ces 1000 transactions, ces 2000 transactions, ces 100 transactions, on va les associer à un seul code ou à un seul hash, un caractère donné fixe qu'on appelle hash. Donc à un seul hash ou à un seul code, qui va représenter toutes les transactions qui sont effectuées. Et à travers les hash, là, on peut savoir ces hash représentent quelle transaction. Donc l'arborescence continue, ça peut aller en haut comme ça peut aller. Donc, et une fois que le nombre de transactions que sont utilisées, donc on les a tous associés ensemble, donc on va juste en faire un seul hash. Okay? Et c'est ce seul hash là qui sera contenu dans le bloc. Bref, ça va juste être, on va dire le bloc, ça va être l'entête du bloc. Dans l'entête du bloc, on va voir les hash là qui représentent toutes les transactions qui ont été effectuées. Et comment c'est fait? On utilise un algorithme qu'on appelle le Melford Root. Plutôt non, Melford Street. Melford Street. Le Melford là, c'est le nom des cryptographeurs qui a inventé cette technologie, cet algorithme. Il est toujours vivant, c'est un avec lui. Les trucs là, ça veut dire l'arbre de Melford. Donc, la façon dont l'arbre marche, c'est qu'on fait une arborescence de tous les événements qui se passent, on les associe ensemble et on fait un seul hash, un seul code qui représente toutes ces différentes opérations. Et à la fin, on va faire juste un seul code qui va représenter toutes les opérations effectuées dans un temps donné. Et ça va représenter toutes ces opérations. Donc, c'est quel bloc a été créé. Ensuite, on va les prendre des textes. Voilà, donc ça, c'est les codes entiers, les caractères qui contiennent toutes les transactions. C'est ce qui est les transactions. Et les normes, c'est un chiffre aléatoire qui est inclus dans chaque bloc pour pouvoir liquider. Liquider, ça veut pas dire quelque chose, ça veut dire juste qu'il y a un format de code qui est recherché sur le blockchain. Donc à chaque fois que les transactions sont finies, les deux vont compétir pour trouver ce format exact qui correspond à cette série de transactions. Donc les nonces là, c'est un caractère aléatoire, un chiffre aléatoire.